Bruno Le Maire, notre invité ce matin. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Député UMP de l'Eure, Bruno Le Maire. Il est temps que je m'organise et que je formule un certain nombre d'idées. C'est ce que vous disiez sur RTL il y a quelque temps. Vous vous êtes organisé, vous sillonnez la France. Les municipales, c'est dans quelques jours. Qu'entendez-vous des Français? Que vous disent-ils, ces Français, Bruno Les Le Maire? Français, ils sont préoccupés par leurs problèmes quotidiens. Oui. C'est tout. Ouais. Hier, par exemple, j'étais à Neuilly-sur-Marne, dans le quartier des Fauvettes. Oui. Le seul sujet dont on a parlé, c'est la sécurité. J'ai rencontré une commissaire de police absolument formidable. Mais vous voyez, monsieur le maire, on est en mars 2014. Oui. Tous les jeunes délinquants que je peux arrêter à partir de maintenant, les prochaines convocations au tribunal de Bobigny, c'est janvier 2015. C'est-à-dire que mes policiers peuvent arrêter ces jeunes délinquants, ils ne seront pas traduits devant la justice avant janvier 2015. Qu'est-ce que vous faites pour que la sécurité soit garantie et que la règle de droit soit respectée? Comment est-ce que je peux demander à mes policiers d'arrêter des jeunes délinquants s'ils ne sont pas traduits immédiatement devant la justice? Et les habitants du quartier des Fauvettes m'ont dit ça. Ils m'ont dit: qu'est-ce que vous faites contre les trafics de drogue? Qu'est-ce que vous faites pour garantir notre sécurité? Qu'est-ce que vous faites contre les incivilités? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes délinquants qui ne sont pas traduits devant la justice et donc qui ne sont pas confrontés à l'autorité? Et c'est à ces réponses-là que nous devons apporter. Comment est-ce qu'on renforce les moyens de la justice? Comment est-ce qu'on articule mieux le travail de la police avec le travail de la justice? Les gens ne me parlent que de ça, de chômage, d'emploi, de sécurité, de problèmes d'intégration, et me parlent absolument pas de nos querelles politiciennes. De vos querelles politiciennes autour des affaires, de vos querelles politiciennes diverses et variées. Nous y reviendrons, Bruno Le Maire, mais je voudrais parler de la Crimée d'abord. Il vous parle de la Crimée? Non. Non. Eh bien, moi, j'ai des auditeurs d'RMC qui me parlent assez souvent de la Crimée, qui sont très intéressés par ce qui se passe, inquiets parfois. Vladimir Poutine, vous l'avez vu, accélère le pas. Le président russe approuve le projet de traité faisant de la Crimée un nouveau sujet de la Russie. Il a promulgué, dès hier, un décret approuvant le projet de traité entre la Fédération de Russie et la Fédération de Crimée sur l'incorporation de la Crimée dans la Fédération de Russie. Mais que peut-on faire ? Et que fait moi, j'ai vu les sanctions prises par l'Europe. Elles vous paraissent comment, ces sanctions? Je pense que ce que cette crise traduit, c'est l'échec de notre relation entre l'Union européenne et la Russie. Oui. Nous n'avons pas su bâtir une vraie relation de respect mutuel, de construction entre l'Union européenne et la Russie. D'abord parce que nous avons été trop faibles vis-à-vis de Vladimir Poutine pendant des années et des années. Ensuite, parce que nous avons refusé le dialogue avec Vladimir Poutine depuis des mois. Ça fait des mois que je réclame que le président de la République, que le ministre des Affaires étrangères engage un dialogue beaucoup plus étroit, côte à côte avec l'Allemagne, avec M. Poutine. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, vous voyez une situation dans laquelle l'Union européenne, comme d'habitude, hésite. Si nous voulons vraiment faire revenir M. Poutine à la table de négociation, il faut que l'Union européenne, je le réclame là aussi depuis des semaines, fasse preuve d'une vraie fermeté. La vraie fermeté, c'est quoi? C'est des sanctions qui peuvent toucher les oligarques russes, qui peuvent toucher les avoirs financiers russes et qui peuvent toucher aussi nos contrats militaires avec la Russie. J'allais vous en parler. La France, vous voyez, j'allais vous en parler. La France est en train a signé un contrat pour la fabrication, la construction de 2 frégates Mistral qui seront vendues à la Russie. Il faut annuler ces contrats ce matin. Je demande juste vous dites l'annulation. Vous dites qu'il faut annuler ces contrats. Je demande de la cohérence en matière de politique étrangère. Si nous voulons, et c'est mon souhait, faire revenir Vladimir Poutine à la table de négociation, nous devons faire montre d'une fermeté qui a manqué à l'Union européenne et qui a manqué à la France. Ça veut dire quoi? On annule ces contrats? Ça veut dire suspendre la livraison des 2 navires de guerre à la Russie, 2 frégates. les 2 frégates Mistral. C'est la seule manière de montrer que réellement nous sommes déterminés. Donc on suspend la Vladimir vente. Poutine ne respectera que la fermeté de l'Union européenne. Il joue sur la division des Européens. Il joue sur les hésitations des Européens. Il joue sur les intérêts commerciaux des Européens. Et il voit bien qu'en jouant avec ça, il peut avancer ses pions sans coup férir et sans être bloqué à quelque moment que ce soit. Mais Bruno Je Le Maire, demande de la fermeté. En Syrie, nous avons reculé face à la Russie. Nous avons reculé. Barack Obama a reculé. Barack Obama a reculé en Syrie. Barack Obama semble prudent avec Vladimir Poutine, vous l'avez constaté.
l'Europe a pris quelques vagues sanctions, vous demandez plus, donc. A-t-on besoin, Jean-Jacques Bourdin, a-t-on besoin, je repose la question ou pas que j'avais posée sur la Syrie. Est-ce que vous allez vers l'escalade? A-t-on besoin de s'aligner systématiquement sur Barack Obama et sur les États-Unis en matière de politique internationale? Ma réponse est clairement non. J'avais dit non pour la Syrie. Je redis non en matière de gestion de la crise ukrainienne et de la relation avec la Russie. L'Union européenne a ses intérêts propres et elle doit avoir sa politique étrangère propre. Elle n'a pas besoin d'aller prendre ses consignes à Washington ou prendre ses consignes auprès de Barack Obama. Nous sommes alliés avec les États-Unis. Nous ne devons pas être alignés avec les Américains. Divisé, Bruno Le Maire. Eh bien, c'est à la France, qui a le poids politique suffisant, qui a ses contrats militaires importants avec la Russie, de donner le tempo avec l'Allemagne. Pour l'instant, des sanctions, des projets de sanctions sont sur la table. Je demande qu'on aille plus loin. Vous demandez qu'on aille plus loin. Pour le moment, ces sanctions donc, et ces projets de sanctions... d'une escalade. Mais ce ne sera pas une escalade. C'est quoi l'escalade? L'escalade, c'est laisser Poutine faire ce qu'il veut. C'est ça l'escalade. La vraie escalade, c'est si Poutine intervient militairement d'une manière ou d'une autre à l'est de l'Ukraine. Ça, c'est l'escalade. En revanche, être capable de prendre ses responsabilités et dire, nous, Européens, nous ne laisserons pas faire ce simulacre de référendum en Crimée, nous ne l'acceptons pas. Illégal, ce référendum, à vos yeux? C'est en tout cas un simulacre de référendum, un référendum qui est organisé en quelques jours, la population en pleine crise politique. A dit oui au rattachement à 95%. Vous voyez bien les conditions dans lesquelles ce référendum a été organisé. On ne peut pas affaiblir les règles de la démocratie. On ne peut pas affaiblir ce qui sont nos principes fondamentaux. Un référendum se fait dans des conditions politiques différentes, de sérénité, en donnant le temps à la réflexion, en donnant le temps à la campagne. Un référendum qui est monté comme ça en quelques jours, en pleine crise politique, uniquement pour obtenir un blanc-seing, pour annexer la Crimée à la Russie, franchement, ça vaut pas grand-chose. Vous êtes favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Non. 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 Je suis favorable à ce qu'on arrête tout élargissement en matière d'Union européenne. Si nous voulons que le projet européen réussisse, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de nous intégrer davantage à 18, c'est-à-dire les pays qui ont la même monnaie commune. L'élargissement, stop. On arrête, on ne va pas systématiquement faire rentrer de nouveaux pays qui ont un retard économique considérable sur nous et qui risquent d'appauvrir nos propres citoyens. Moi, je pense à tous nos concitoyens qui sont au chômage, qui cherchent un emploi, qui ont le sentiment que leurs entreprises partent hors dehors de leurs frontières. Elles n'ont pas besoin d'un nouvel État dans l'Union européenne. Et est-ce que vous croyez que quelques sanctions supplémentaires, que l'annulation de la vente de 2 frégates, ça va faire reculer Vladimir Poutine? Franchement, je pense, vous le croyez? En tout cas, que de rien faire, se contenter de simulacres de sanctions, là, on est sûr que Vladimir Poutine, pour le moment, ce sont des simulacres de sanctions. En revanche, prendre de véritables sanctions financières ou d'ordre contractuel sur les contrats militaires que nous avons avec la Russie, je pense que ça peut amener Vladimir Poutine à la table de négociation, parce que notre objectif, c'est quoi? C'est pas de mettre Vladimir Poutine dans un coin, c'est de lui dire, nous sommes fermes, nous avons des intérêts, ils sont aujourd'hui divergents avec la Russie, discutons pour voir comment est-ce que nous pouvons rapprocher nos intérêts. Et ce genre de discussion ne se fait que dans la fermeté et dans la transparence. Vladimir Poutine brandit l'épisode Kosovo. Le 17 février 2008, les parlementaires kosovars albanais votent par proclamation une déclaration d'indépendance du Kosovo, province d'un État souverain, la Serbie. La Serbie. Alors, le droit du peuple de Crimée à disposer de lui-même est-il différent du droit du peuple du Kosovo? Je pense que comparaison n'est pas raison. Je crois très simplement que la manière dont le référendum a été organisé en Crimée n'est pas digne des règles démocratiques que nous, Français, et nous, Européens, nous défendons. Alors, on peut mettre un voile pudique sur tout ça et se dire, dans le fond, on s'en fiche. C'est pas grave. Tant pis pour la Crimée, tant pis pour l'Ukraine, tant pis pour nos principes. La seule chose qui compte, c'est le commerce, c'est qu'on vende nos bateaux, c'est qu'on puisse entretenir des relations à peu près cordiales avec la Russie. Ça n'est pas ma conception. Le Kosovo, sous la pression américaine, on a voulu l'indépendance, on a soutenu l'indépendance. Ça a même été signé le 17 février 2008 sous Nicolas Sarkozy. Vous pensez vraiment que ce qui s'est passé... Des membres de l'Union européenne ne reconnaissent pas le Kosovo. Vous pensez vraiment que ce qui s'est passé dans le démantèlement de la Yougoslavie a été, depuis les années 90, à l'honneur de l'Union européenne? Pensez franchement que c'est là-dessus qu'il faut se fonder pour en tirer des conclusions sur ce qui se passe en Crimée? Je vous donne l'argument de Vladimir Poutine. J'entends parfaitement l'argument de Vladimir Poutine. Je lui dis que l'objectif de l'Union européenne, c'est pas de refaire les erreurs qu'elle a commises dans le passé. C'est de tirer les leçons de ses échecs pour se dire, cette fois-ci, nous allons être fermes. Cette fois-ci, nous aurons une politique commune.
les 27 États de l'Union européenne ensemble. Cette fois-ci, nous allons enfin faire preuve de fermeté et de l'indépendance du Kosovo contre la Russie. On a soutenu l'indépendance du Kosovo contre la Russie. On ne soutiendrait pas la volonté de la Crimée de se rattacher à la Russie. On soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Bon. Voilà ce que et nous on ne soutenons. soutenait pas l'intégrité territoriale de la Serbie. Droit, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Le principe de droit. Un référendum ne s'organise pas dans les conditions dans lesquelles il a été organisé cette fois-ci. Et on remet Vladimir Poutine à la table de négociation en lui faisant une pression forte avec des sanctions crédibles. Bien. SFR discute avec Numéricable. Patrick Drahi, le patron de Numéricable, va investir 3 milliards d'euros en France, mais il garde sa résidence fiscale en Suisse. Vous le comprenez? Je ne comprends pas la polémique sur ce sujet-là. La seule chose qui compte pour moi, j'en reviens aux préoccupations des Français, c'est les emplois. Qu'est-ce qui compte? C'est que l'alliance entre SFR et Numéricable permettent de développer un certain nombre d'emplois dans ce secteur des télécoms, qui est un secteur très porteur pour les emplois en France. Moi, c'est mon seul sujet. Alors je vois M. Montebourg qui veut se mêler comme d'habitude de tout. Et défend le projet Bouygues. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment là pour ça? Est-ce que c'est le rôle de l'État j'allais vous poser la question. Est-il dans son rôle? Non, il n'est pas dans son rôle. Et du coup, comme il n'est pas dans son rôle, exactement comme dans l'affaire Peugeot, exactement comme dans la raffinerie de Grand Couronne où il avait promis monts et merveilles aux ouvriers, il se prend un camouflet. Et ce serait pas grave si c'était uniquement un camouflet pour M. Montebourg, mais c'est un camouflet pour l'autorité de l'État. Car lorsque l'État se mêle de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire d'une cession entre deux opérateurs privés, eh bien forcément, l'opérateur choisit librement et choisit pas forcément ce que recommande l'État. L'État, il a un rôle à jouer dans l'économie, oui. Mais il ne doit pas intervenir à la place des entreprises. L'État, il est là pour investir dans des infrastructures publiques qui permettent de rendre notre pays attractif. Il est là pour avoir une fiscalité stable et attractive pour les investissements étrangers, pour créer des emplois. Il est là également pour financer l'innovation, la recherche. C'est le crédit impôt recherche, ça marche bien. Ça, c'est le rôle de l'État dans l'économie. Mais lorsque M. Montebourg veut décider de tout à la place de tout le monde, eh bien, il se prend des camouflets et c'est l'autorité de l'État qui se trouve bafouée. Oui, mais le deuxième opérateur télécom en France, qui appartiendrait à un homme dont la résidence fiscale est en Suisse, ça ne vous choque pas? C'est la liberté de M. Drahi d'habiter en Suisse si c'est conforme aux lois. On s'écarte, comme à chaque fois, des grands principes et surtout de ce que peut être la vision du développement économique de notre pays. C'est ça le sujet. Pourquoi est-ce qu'on va passer des heures sur la résidence fiscale de M. Drahi? C'est son problème si c'est légal. Moi, ce qui compte, c'est qu'on développe des emplois, qu'on développe le numérique, qu'on ait des opérateurs de mobile qui soient puissants, qu'on puisse avoir le maximum d'emplois dans ce secteur demain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ayons une vision de long terme plutôt que de systématiquement tomber dans les petites polémiques de court terme qui, je crois, n'intéressent pas nos compatriotes. Bien, les municipales. Est-il vrai que vous ne parlez plus de vague bleue à l'UMP? Je n'ai pas employé ce terme, il me semble. Pas vous, c'est Jean-François Copé. C'est Jean-François Copé. Les métaphores maritimes, mais la vague bleue, c'est pas vous. Je ne surfe pas sur quelque vague que ce soit. Je vais simplement défendre mes candidats. Et je vois partout en France des jeunes candidats qui sont motivés, qui incarnent ce renouveau à droite. Je citais Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, par exemple, par des enjeux locaux. Jeune candidat de 23 ans qui fait une campagne formidable et qui se bat avec beaucoup de courage. C'est ces candidats que je veux soutenir parce que je pense que notre pays politique a besoin de ce renouvellement et je pense que ces municipales sont l'occasion à la fois de renouveler notre personnel politique à droite et en même temps de marquer un coup d'arrêt à la politique de François Hollande. Voilà, coup d'arrêt à la politique de François Hollande. Est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu national? Parce que je n'ai jamais vu une élection municipale aussi peu concerner les électeurs par ce qui se passe au niveau national, très concernés par ce qui se passe au niveau local, avec la gauche le craint, une abstention très forte. Vous aussi, vous craignez cette abstention? Moi, je crains cette abstention, bien sûr, parce que les Français, ils sont absolument dégoûtés par le spectacle politique. Dégoûté, regardez. Vous l'êtes vous-même dégoûté par le spectacle politique. Franchement, vous êtes un acteur de ce spectacle. Jean-Jacques Bourdin, je suis révolté, par exemple, par le cynisme avec lequel le gouvernement et le président de la République traitent cette affaire d'écoute.
qui est une affaire grave. Elle vient de l'Élysée. Quel cynisme. Est-ce que tout est organisé de l'Élysée, comme le dit Jean-François Copé? Vous avez une garde des Sceaux qui ment éhontément à la face des Français. C'est son chef de cabinet qui ne lui aurait pas transmis. C'est pas moi, c'est le lampiste. On se défausse. Il n'y aurait pas transmis le dossier. C'est brillant, c'est honorable. Vous savez, quand j'étais directeur de cabinet, en règle générale, quand mon ministre fait un 20h, je l'informe avant. Et quand j'étais moi-même ministre, j'avais un directeur de cabinet qui, avant un 20h, m'informait. Ensuite, vous avez un ministre de l'Intérieur. Alors lui, j'ai jamais rien vu, j'ai rien su, j'ai rien entendu. Il y a un ancien président de la République qui est écouté pendant des mois. Je n'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien entendu. J'ai un ministre du budget qui barbote 600 000 € en Suisse. J'ai rien vu, j'ai rien su. Mais c'est normal qu'il soit sur écoute, Nicolas Sarkozy. C'est ce que disait Rachida Dati surprenant de la part du ministre de l'Intérieur. Et puis vous avez un ministre de la République qui a osé dire, ça n'est pas grave d'écouter les gens quand ils n'ont rien à se reprocher. Vous avez vu le film La vie des autres, ce film terrible sur les écoutes en Allemagne de l'Est. La phrase de Benoît Hamon m'a fait penser exactement à ça. Quand un ministre de la République est capable de dire « c'est pas grave quand on écoute les gens, quand ils n'ont rien à se reprocher », on se rapproche tout simplement du totalitarisme et de la vie des autres. Je souhaite pas ça à ma République. Et vous avez un président de la République, dites-moi, un président de la République totalitaire, un gouvernement qui fait preuve d'un cynisme et d'un président de la République qui fait preuve d'un cynisme total. Oui, non, mais totalitaire. Où est le président de la République dans cette affaire? Pourquoi est-ce que, comme à chaque fois, il se défausse? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi tous ces faux fuyants? Je pose deux questions au président de la République et je pense qu'il serait bon pour notre démocratie, pour l'état de droit en France, pour le respect des libertés publiques, que le président de la République réponde à ces deux questions. Oui ou non, était-il informé et à quelle date de ses écoutes sur un ancien président de la République? Deuxième question, a-t-il été informé à quelque moment que ce soit du contenu de ses écoutes? Il est urgent pour la salubrité de notre débat public et pour la protection des libertés publiques que le président de la République réponde à ces deux questions. Bruno Le Maire, est-ce que la justice a fait son travail en plaçant Nicolas Sarkozy sur écoute? La justice peut faire son travail. Ce que je souhaite, ce n'est pas la justice que je mets en cause. Ce que je mets en cause, c'est vous ne mettez pas en cause le travail des juges, non, donc. Absolument pas. Je mets en cause le silence assourdissant du président de la République. Je mets en cause le cynisme de ce gouvernement. Je mets en cause le mensonge de Mme Taubira. Je mets en cause les paroles de Benoît Hamon, qui sont indignes d'un ministre de la République. On n'écoute pas, dans un état de droit, les citoyens. Bruno Le Maire, vous parliez de renouvellement de la classe politique. Les Français vous en parlent, j'en suis absolument certain. Les Français m'en parlent partout, dans toutes les villes de France. Le retour de Nicolas Sarkozy, c'est le renouvellement de la classe politique, franchement. Vous savez, un homme politique peut se renouveler aussi lui-même. Oui, d'accord, oui, non, ça c'est facile. Phénix qui renaissent de leur cendre. C'est facile. Non, mais franchement, c'est facile, ça. Bruno Le Maire, vous le reconnaissez. Mais vous savez, si je ne croyais pas au renouvellement, je ne serais pas engagé. Le renouvellement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas revoir les mêmes. Le renouvellement, les mots ont leur sens. Jean-Jacques Bourdin, c'est pas à moi de juger de ça. Oui. Et j'ai de leçons à donner à personne. C'est les Français qui jugeront. En revanche, ce renouvellement que je veux porter sur la pratique démocratique, sur les propositions que vous connaissez bien, sur la classe politique, vous l'avez dit, le non-cumul, sur la réduction du nombre de parlementaires qui est devenu indispensable, sur une meilleure organisation des rapports entre la justice et l'exécutif. Tout ça, je veux le porter et je le porterai jusqu'au bout, en toutes circonstances. Et les affaires actuelles, le climat politique actuel, ce que me disent surtout les Français sur le terrain, leurs attentes en matière de police, de sécurité, de justice, d'éducation, tout ça m'incite à aller encore beaucoup plus loin. Il ne fait que renforcer chaque jour dans ma détermination. Votre détermination, c'est quoi? C'est de renouveler la classe politique. Je reviens à cette commissaire de police que j'ai vu hier. De vous engager plus loin. Oui, m'engager plus loin. Oui, moi personnellement, Jean-Jacques Bourdin, parce que je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour cette commissaire de police que j'ai vue hier, pour ces habitants de Neuilly-sur-Marne et du quartier des Fauvettes que j'ai vus hier, qui ont droit à la sécurité comme n'importe qui d'autre. Et il faut bien qu'on fasse des propositions fortes en matière d'articulation entre la police et la justice pour qu'on règle ces problèmes de sécurité. Il faut bien qu'on trouve des solutions pour que les jeunes délinquants, le jour même où ils ont commis un acte qui n'est pas légal, soient traduits devant la justice et soient condamnés pour qu'ils comprennent qu'il y a une autorité dans la République et que l'autorité doit être respectée. Moi, je veux aider tous ces enseignants que j'ai vus, qui font face à des classes très difficiles, qui ont le sentiment que leur autorité d'enseignant n'est plus respectée. Donc oui, je m'engage en politique depuis maintenant des années et je m'engagerai toujours plus. Et vous engagerez toujours plus, ça veut dire candidature à la primaire de l'UMP? Chaque chose en son temps, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que vous n'écartez pas l'idée? Je n'écarte jamais aucune hypothèse. Bon, mais à l'UMP, votre situation est terrible. Vous parlez de renouvellement de la classe politique.
tout n'est-il pas suspendu à la décision de Nicolas Sarkozy? C'est quand même extraordinaire, non? Je pense Votre pas que situation, je non? vais vous répondre avec Franchement. beaucoup de sincérité. Oui, allez-y, tiens. Je ne me Allez-y. soucie pas de Oui. ce que font Oui. mes amis de l'UMP. Oui. Je leur laisse une totale liberté, que ce soit Oui. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé. Oui. Chacun a sa démarche politique parfaitement légitime. Qu'est-ce que fera Alain Juppé? Il le décidera seul, face à lui-même, et sa décision sera, à mes yeux, forcément la bonne. Je crois que ce qui est important dans notre famille, c'est qu'on puisse proposer différentes options. C'est que les électeurs puissent se dire, tiens, il se passe quelque chose Vous pourriez à rejoindre droite. Alain Juppé et avec Alain Juppé former un ticket présidentiel? Je pense que vous n'avez pas compris ma remarque Bon. tout à l'heure. D'accord. J'ai des convictions Renouvellement. personnelles. Renouvellement. Je les défendrai À la Juppé. jusqu'au bout, en toutes circonstances. Jusqu'au bout, on a compris, on a compris. Dites-moi, j'ai une dernière question, parce que Laurent Fabius vient de dire, sur Europe 1, que Vladimir Poutine restait invité le 6 juin en France aux commémorations du débarquement allié. Faut-il toujours l'inviter, monsieur Poutine? Je pense que quand on a une politique, il faut la mener jusqu'au bout. Si on veut vraiment marquer à Vladimir Poutine qu'il n'est plus le bienvenu en raison de ses actes dans les grands événements de la communauté internationale, ça vaut pour le G8, ça vaut pour le G20, ça vaut aussi pour les commémorations du débarquement de 1944. Donc on ne l'invite pas. Soyons cohérents. Soyons cohérents. On marque une fermeté. On ne raye la les marque invitations. pas. On marque une fermeté. Donc, on ne la marque pas. on ne Je l'invite suis pas. pour de la grande fermeté. Donc faisons comprendre à monsieur Vladimir Poutine qu'il n'est plus le bienvenu dans ces grands-messes internationales tant qu'il se comporte de la manière dont il se Et qu'il n'est comporte. plus le bienvenu le 6 juin. Et qu'il n'est plus le bienvenu le 6 juin. Merci Bruno Le Maire, 8h57.